Et j'ai aussi appris à arrêter Ouais. en me disant, laisse tomber, ça Mm. tourne pas. Ça tourne Laisse pas, ça le tomber. fait pas, ça laisse Faire autre tomber. chose. Je vais écouter un bon Radiohead. Voilà. Et hop. Bonjour Isabelle, Bonjour, merci de m'accueillir dans ton atelier. avec plaisir. Il fait beau chaud, il y a du café, il y a tout ce qu'il faut. C'est pas très souvent que C'est vrai? j'accueille dans Ah l'atelier. ben, Ouais. alors, je suis privilégié là. Ouais, Ouais. parce que c'est vrai que c'est un endroit, c'est un peu mon laboratoire, quoi. Enfin, Mm. c'est un endroit un peu intimiste. Il y a plein de souvenirs, il y a plein de bricoles, il y a plein de. Rien n'est vraiment là au hasard, quoi. Ouais. Si j'ai rassemblé des choses pour qu'elles soient ici, c'est que c'est des choses qui participent au travail de création. Ok, ouais. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu un laboratoire. Ah, bah, c'est Donc je l'ouvre de temps en temps, mais pas très souvent. Rarement. Ok. Rarement. Bon, bah écoute, Voilà. merci encore plus alors. Est-ce que tu peux te présenter déjà en tant qu'artiste Oui, donc je suis Isabelle Palatiki, artiste peintre, dessinatrice. Mhm. J'ai commencé à exposer il y a une douzaine d'années. D'accord. Auparavant, j'ai participé beaucoup à des expos collectives, Mm. mais une démarche personnelle, ça fait un peu plus de 10 ans. Et du coup, comme il y avait un écho auprès du public, ça m'a encouragée à continuer, à me professionnaliser. J'ai une prédilection pour un matériau en particulier qui est le fusain, Ok, d'accord. Ouais. tout comme j'ai une prédilection pour le noir et blanc. Mhm. La simplicité, la sobriété, des choses comme ça qui vont aller un peu à l'essentiel et puis qui vont être fortes dans les contrastes, Mm. dans le noir, la distribution de la lumière, Donc le trait, le trait, t'aimes bien le trait. les volumes, et puis surtout la distribution de la lumière. Et puis, donc mes premières expos, c'était exclusivement des fusains. Grand format, Ok. fusain, pierre noire, craie blanche. Voilà, 3 matériaux sur papier, très, très simple, très sobre. Et puis petit à petit, j'ai essayé réessayé d'autres techniques. Mm. Et j'ai commencé un peu à monter des couleurs, tout en cherchant quand même quelque chose d'assez sobre, assez simple. Pas trop bavard, quoi, Oui, en avec fait. peu de couleurs. Avec peu de couleurs. C'est ce que je vois autour de Ouais, moi, oui. ouais. Avec peu de couleurs ou des couleurs complémentaires. Mm. Et puis, du coup, quand j'utilise la couleur, c'est vrai que le trait devient moins important. Mm. Sinon, je deviens trop bavarde. Je m'en surdis trop. Et du coup, ça pique un peu les yeux. Et après, j'arrive à ce que tu vois là, en face, là, c'est des atmosphères qui sont un peu plus énigmatiques, quoi. Ça raconte moins de choses. Et ce que j'aime bien, c'est arriver, je ne sais pas si on le verra à la caméra, Ouais. c'est arriver à quelque chose comme ça. Mm. C'est-à-dire où on peut décoller un peu du réel ou d'une représentation réaliste. Est-ce que tu peux considérer que tu fais de Imaginer. la peinture abstraite ou comment tu te qualifies à ce niveau-là ou... Je suis souvent entre les deux, c'est-à-dire que je démarre souvent avec des choses figuratives que j'efface à la main ou au chiffon, que j'efface, que j'atténue, je ne sais pas si elles vont revenir ou pas. Donc il y a des étapes différentes. Le dessin est toujours un peu là, mais il peut s'effacer. Et ton dessin, il part de quelque chose de réel à chaque fois. Oui, oui. Alors je travaille jamais d'après photographie. Mm. Tout ce qui concerne la nature, j'ai travaillé beaucoup sur les forêts, sur l'arbre, comme beaucoup d'artistes. Et je suis allée longtemps marcher dans les forêts, regarder, comme si en fait les images s'imprègnent sur la rétine. Ok. Et je reviens souvent après une balade et je monte à l'atelier et je m'y mets et je travaille Toujours de mémoire. de mémoire. Ouais, toujours. Ouais. Alors on dit souvent que les dessinateurs, les peintres sont des visuels, mais c'est vrai que j'ai une assez bonne mémoire visuelle. Ça m'est arrivé par exemple de travailler un portrait de mémoire, ou plusieurs portraits de mémoire. Et tu arrives à retrouver les traits de la personne. Et je les retrouve. Ouais, Ouais. c'est fou ça. Alors ce qui est intéressant du coup, quand on se dégage de la photo, Mm.
Moi, je ne peux pas travailler d'après photo, sinon je me mets à reproduire un sujet. C'est trop figé, quoi. Et c'est trop figé. Ouais. Mhm. Et c'est moins intéressant. Et le résultat est beaucoup plus figé que si, de mémoire, je travaille le sujet et que du coup, c'est vraiment la sensibilité, les émotions du moment qui vont aider à travailler le sujet et à en sortir quelque chose d'autre. Voilà, c'est important. Du coup, il y a quand même une phase d'abstraction. Oui, voilà. Ouais, Il y a une phase d'abstraction dans les travaux. Et de transformation, c'est ta mémoire qui transforme le réel Ouais. en Ouais. production finale, quoi. Ouais. C'est un peu ta mémoire, le tampon entre les deux. Ouais. Oui, c'est intéressant ça comme approche. Oui, c'est la mémoire, ouais. Ouais, c'est la mémoire. Et la mémoire imparfaite, quoi. Imparfaite. C'est l'imperfection de ta mémoire qui fait le... J'aime beaucoup l'imperfection. Ouais, c'est imparfaite. La mémoire est imparfaite, où elle oublie, où elle sélectionne. Où elle grossit des traits qui n'étaient pas grossis à l'origine. Elle va chercher d'autres choses. La mémoire et puis l'imagination aussi, du coup. C'est le croisement entre les deux qui est intéressant. Parce que si c'était qu'un travail de mémoire, je ne serais pas là-dessus. Tu n'arriverais pas à ce résultat. Ouais. On n'arriverait pas à ça, on n'arriverait pas à décoller un peu. Celui-là, je l'ai exposé il n'y a pas très longtemps et je l'avais titré « Quitter la terre ferme ». Parce que on ne sait pas si on navigue dans l'eau, dans le ciel, Voilà, il y a quelque chose comme ça qui circule vers le haut. Et où il peut y avoir des endroits successifs qui sont, pour moi, des endroits imaginaires. Ceux-là, ils n'existent pas en vrai. Et c'est pour moi un des grands bonheurs de la peinture, c'est de pouvoir quitter la terre ferme, pouvoir être ailleurs. C'est vrai que c'est assez onirique comme représentation. Est-ce que tu travailles par rapport aux rêves? Est-ce que tu fais un lien entre tes rêves personnels et ce que tu vas produire Alors, je réfléchis en même temps que tu me poses la question. Est-ce que ça m'est arrivé? Alors, mes rêves, je les ai souvent écrits, parce que j'adore écrire. Ok. Je travaille beaucoup aussi sur l'écriture. Au moment où tu t'en rappelles, oui, quand il y a un rêve qui est bien chargé, avec plein de signifiants, j'écris. Mais alors du coup, c'est peut-être dans un coin de la mémoire et peut-être que ça revient dans les tableaux. Mais moi, j'ai pas conscience de ça. Je pourrais pas te dire tel tableau, c'est tel rêve. Par contre, un monde onirique, oui, je trouve que c'est quelque chose qui m'intéresse d'explorer, de traduire peut-être, ouais. Et si on revient un petit peu à ton histoire, comment tu es arrivé à la peinture Est-ce que c'était ça fait 10 ans que tu peins vraiment à plein temps, que c'est vraiment ton activité Alors j'ai une deuxième activité. Okay. J'ai toujours eu... en fait, moi j'ai un parcours, j'ai fait plein de choses différentes dans ma vie. Raconte. Ouais. Puis Parce que tu as envie de raconter. Ouais. Comme le temps passe, ça fait beaucoup de choses. Et du coup, moi alors, je suis quand même tombée un peu dans une marmite artistique, puisque j'ai 2 parents qui étaient artistes. C'est-à-dire que mon père était peintre et dessinateur, ma mère adorait la musique, et elle adorait la poésie aussi, et elle faisait des collages à partir de poésie ou de musique. Et donc, dans la maison de mon enfance, il y a toujours eu un atelier où on pouvait bricoler. Mon père m'avait offert des petites toiles, des petits formats quand j'étais môme, quoi. Parce que je regardais ce qu'il faisait et que de temps en temps, il me disait, viens, ce qui était assez rare, parce qu'il travaillait seul, évidemment. Comme toi dans ton atelier. Oui. Viens, il y a un petit tableau, là, tu travailles, tu trouves un sujet, tu travailles. Et du coup, des fois, on travaillait ensemble. Et puis, ma mère, elle m'emmenait écouter de la musique. Ok. Et voilà, donc c'est un environnement... tu as toujours baigné qui favorise ça. Qui favorise quand même la curiosité, le regard, puis l'ouverture aussi. Parce que ni l'un ni l'autre était prédestinés à ça. Ils venaient de milieux modestes, mais ils sont toujours intéressés. Ils ont échappé un peu à leur milieu
à travers l'exercice artistique. Ok. Ma mère était institutrice spécialisée. Elle était issue d'une famille d'agriculteurs en Haute-Saône. Elle s'est battue pour aller au bac et faire ses études, parce qu'il fallait bosser à la ferme. Mais par exemple, moi j'avais 12-13 ans, elle m'emmenait à l'opéra, à Bâle, et elle m'emmenait pas voir des petits trucs, quoi. Tu vois, le Don Giovanni, elle m'a forgé une écoute et un goût pour la musique. Et puis ça l'empêchait pas de m'emmener voir Hubert Félix Thieffen. Adolphe. À Belfort, Adolphe. Enfin, tu vois, ouais, parce que moi je suis née à Belfort. D'accord, ouais. Je suis née à Belfort. J'ai voyagé, j'ai rencontré, j'ai lu, je me suis documentée, j'ai écouté des musiques. Enfin, j'ai un peu sillonné avec tout ça en même temps pour... J'ai écrit aussi beaucoup, et pour retracer cet itinéraire un peu comme un récit avec des tableaux, des textes, et qui racontait quelque chose. C'est-à-dire que le but pour moi, c'était pas que le texte vienne expliquer la peinture. C'était que le texte, en décalage avec les tableaux, participe d'un récit, en fait. Récit d'un itinéraire entre la France et la Slovaquie, puisque finalement, je fais toujours des allers-retours entre les deux pays. Ah, donc depuis que tu y allais à 45 ans, tu y retournais régulièrement? Ouais, j'y retourne régulièrement. J'y suis allée la première fois avec mon fils, qui lui est allé vivre là-bas pendant 5 ans. Ah oui, ok. Qui y a rencontré celle qui est devenue son épouse, qui est ukrainienne. D'accord. Et donc, mon fils, ma belle-fille ont eu une petite fille qui est née à Bratislava. Tu vois un peu l'histoire, quoi. Les allers-retours continuent. Tu as retrouvé tes racines par tes enfants, finalement. J'ai enfin compris ce que j'entendais des fois dire des artistes, mais que j'avais jamais vécu comme ça, à ce point-là. C'est l'importance de pouvoir partager ce travail-là. Parce qu'il y a plein de gens, du coup, qui avaient vécu l'exil, l'immigration, 1, 2, 3 générations, qui ont été touchés, qui m'ont dit « Ah là là, mais... » Moi, je ne viens pas de Slovaquie, je viens du Maroc, mais ce que je vois là, ce que tu racontes dans tes textes, ça m'a vraiment touchée. Et je trouve ça, c'est super. J'imagine au début, tu n'exposes pas. Ouais. Voilà, tu peins pour toi. Ouais. Et ce qui m'intéresse, c'est à quel moment ça a switché. Et tu te dis, ok, maintenant, je peux présenter. Ou est-ce que quelqu'un t'a sollicité? Comment ça s'est passé, ce passage-là? Alors, ma formation artistique, je l'ai faite à l'école d'art de Belfort. Et puis ensuite, j'ai suivi, quand je suis arrivée à Besançon, j'ai suivi pendant 4 ans l'enseignement d'un professeur qui a quitté Besançon depuis, qui avait une galerie rue de Belfort qui s'appelle Benoît de l'Écluse. Je ne sais pas si tu connais. Non. Et donc il avait un atelier d'enseignement, donc j'ai suivi son enseignement pendant 4 ans. J'avais eu quasiment une dizaine d'années d'interruption de ma peinture. Voilà, après, il y a la famille, il y avait d'autres préoccupations. Et puis, c'est Benoît qui m'a incité à travailler sur plus grand format. Et puis, je participais avec lui et ses autres élèves à la Galerie de l'Ancienne Poste. On faisait des expos collectives. Et puis, un jour, je m'apprêtais en septembre à revenir chez Benoît avec mon carton à dessin. Il m'a pas super bien accueilli. Et puis, il m'a dit, écoute, moi, je veux pas te voir dans 15 ans à mon cours. Ça suffit, quoi. Il faut que... T'as plus besoin de moi. Tu sais dessiner, tu sais travailler. Il faut que tu choisisses tes thèmes de travail, il faut que tu bosses, il faut que tu exposes. Donc, je suis partie de là avec mon carton à dessin sous le bras, pas contente du tout. Entre deux, Ah, le lâcheur. Il t'a engueulé pour ton bien. Ah ouais, il m'a fichu un coup de pied au derrière, en disant maintenant, t'as plus besoin de moi, quoi. Et je lui en sais gré. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, t'en serais pas là. J'en serais pas là. J'en serais pas là. Et ça veut dire que, voilà, c'était pas le premier à me le dire, mais ça a fait, je sais pas, ça a fait plus d'effet que les autres, sans doute. En 2014, j'ai exposé au château d'Amondans, près d'Ornans. C'était beaucoup des portraits et des nus, et je lui ai dit, tu vois, ça fait 10 ans. Elle me dit, ouais, il faut ça.
Il faut ça. Clairement, oui. Il faut ça. Ça, c'est sûr. Il faut ça. Et du coup, je trouve intéressant parce que ça force l'humilité. Hein. On n'est pas à faire du bricolage puis à se dire ça y est, j'y suis au bout de 6 mois. 10 ans, c'est rien, hein, tu sais. 10 ans, c'est rien. Mon premier métier, c'était bibliothécaire et animatrice enfance-jeunesse dans un centre socioculturel à Belfort. Ok. Donc j'avais fait une formation. Alors je suis allée à la fac à Strasbourg, j'ai fait une licence de psycho. Puis je m'ennuyais un peu, j'avais pas envie d'être psychologue. Psychologue, ouais. Et j'ai monté une bibliothèque enfance-jeunesse, j'ai fait des animations autour du livre et de l'écriture pendant 5 ans. Et ensuite, quand je suis arrivée sur Besançon, on m'a sollicité en tant que formatrice pour les maisons familiales et rurales, avec des diplômes professionnels d'animateur, option livre, écriture, lecture. Et donc j'ai fait en parallèle de mon travail artistique, je fais toujours de la formation pour adultes. Quand tu dis la formation, c'est les ateliers d'écriture, c'est quoi? J'ai animé et j'anime toujours des ateliers d'écriture créative auprès de publics qui sont un peu fâchés avec l'écriture et la lecture. Ouais, par exemple, le réseau des maisons familiales et rurales. J'ai rencontré des jeunes, quand ils me voyaient arriver, ils disaient « La dame, on va faire l'orthographe grammaire, ça ne nous intéresse pas du tout. » Et puis en fait, quand j'expliquais un peu la démarche des ateliers d'écriture créative, ils étaient un peu scotchés, puis ça... Enfin, c'est un outil merveilleux pour découvrir le plaisir d'écrire, de lire, Voilà, donc c'est quand même ce qui m'a permis de gagner ma vie, la formation. Donc tu vois, quand tu parles de rencontres entre des artistes qui ont de disciplines très différentes, c'est aussi la rencontre de ces disciplines qu'on peut soi-même exercer. Ce n'est pas obligé d'avoir une étiquette avec je suis musicien, ou je fais du théâtre, je fais que ça. Alors des fois ça agace, mais c'est bien de s'y intéresser en tout cas, puis de croiser ces disciplines, de les faire se rencontrer aussi sur des événements. Moi je trouve ça super, quoi. Et tu penses avoir un message engagé, politique quand tu peins, ou tu te dis, en tant qu'artiste, ou voilà. Ou même si tu es interviewé, est-ce que tu vas parler de cette thématique? Puis tu sépares les choses. Question. Je sépare quand même. Je sépare. Politique, je sais pas. Paraît-il que tout est politique. Tout est politique, c'est sûr. Je réfléchis, surtout tu vois. En ce moment. Mais tout le temps, je crois que tout est politique tout le temps. Ouais, moi je rencontre des fois des sociologues qui me disent « Ben non, Isabelle, tu peux pas dire que c'est pas politique, c'est politique. » Une décision humaine est politique. Mais voilà, c'est savoir si voilà, c'est volontaire de ta part ou si c'est plutôt pour toi... C'est pas un engagement politique au sens strict du terme. C'est-à-dire que je suis pas sur une militance politique. C'est ça. Non, pas du tout. Tu vas pas afficher ton art comme outil de lutte, quoi. C'est ça que je veux dire. Non. Non. Tu vois, j'ai fait une série là tout récemment que j'ai exposée à la Maison des Ateliers, qui est en pensée à l'Ukraine. Bleu et or, avec les couleurs de l'Ukraine. Ça pourrait être qualifié comme un message politique aussi. Et pour autant, quand j'ai travaillé ça, j'ai essayé de chercher entre l'obscurité et la lumière ce qui pouvait faire que ce peuple il traverse cette guerre. Enfin, moi j'ai des liens familiaux aujourd'hui avec l'Ukraine. Ma petite fille est franco-ukrainienne. Donc c'est purement sensible, émotif. C'est pas un engagement politique. Les peuples sont tous très très affectés et puis je vais pas, d'autres en parlent bien mieux que moi. C'est plus la sensibilité qui m'intéresse de transmettre. Si tu peux nous parler de ton processus créatif, quand je dis processus créatif, c'est comment ça se passe en pratique quand est-ce que tu as une idée préconçue avant de faire un tableau? Est-ce que tu te lances et puis après il se modifie comme ça en temps réel? Est-ce que tu réfléchis beaucoup tes tableaux avant de faire? Il y a les artistes qui intellectualisent le process et après au moment où
où ils sont en action, tout est déjà pensé. Et quelle est ta source d'inspiration? Tu m'as parlé des promenades en forêt, tu m'as dit, voilà, en fait, ta mémoire joue un grand rôle dans ton process, puisque tu lui fais confiance sur le rendu de... Voilà, donc tu pars toujours d'expériences réelles, apparemment, a priori. Oui, d'observation. D'observation, donc tu observes beaucoup, comme un photographe, comme un... Ah bah oui. Ah bah oui. Beaucoup, je passe beaucoup de temps à observer. Et comment ça se passe quand tu arrives dans ton atelier? Je sais pas... Bah, tu vois, alors l'atelier, ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai ce mur là qu'en face de moi, tu vois, il y a plein de traces des tableaux qui ont été faits. C'est travailler sur le... Voilà, très souvent, je démarre sur un grand format, donc j'épingle un grand format au mur, mais je n'ai pas d'idée précise de ce qui va arriver, en fait. Okay. Je ne fais pas de croquis. Je peux faire de temps en temps des croquis dans la nature, je ne prends pas de photos, mais je ne fais pas de croquis préalables. Très souvent, je démarre au fusain sur quelque chose qui est très rapide et très gestuel. Ça va très très vite. Ouais, ok. Très très vite. T'as besoin de... Il faut que je te dise ça, toi qui es musicien, c'est que avant de commencer la peinture, une fois que j'ai installé ma toile je choisis une musique. Ok. Je travaille toujours en musique. Ah mais c'est top ça. La plupart du temps, ouais. Tu fais vivre les musiciens aussi en écoutant leur musique, c'est top. C'est vrai. Donc je choisis vraiment en fonction du moment. De ton humeur. De mon humeur. Alors c'est quand même souvent, ça peut être des musiques minimalistes d'ailleurs. Philippe Glass. Et puis j'ai beaucoup écouté dernièrement Max Richter, un compositeur allemand. Dans la même lignée, ouais. Ah ouais. Bah oui. Oui. Et du coup, je peux écouter aussi Radiohead, que j'adore. Il y a du chant là. Là, il y a du chant. Ouais. Mais bon. C'est du chant lyrique. Ouais. Et du coup, là, je prends mon fusain sur la tranche, pas comme un crayon, sur la tranche, et je travaille vraiment je pose des volumes, de l'obscurité, je laisse la lumière, je travaille très très vite, après je reprends du coup comme le crayon et ça circule. C'est très gestuel, c'est très rapide. Il faut que ce soit rapide et instinctif, en fait. Du coup, j'aime bien aussi quand il y a du mouvement. Ouais. Quand le tableau restitue un mouvement ou une atmosphère particulière, et du coup, ça doit aller vite. Après, il faut que je me calme. Là, tu te calmes, tu t'assieds. Et là, j'ai mon joli fauteuil jaune, qu'un fauteuil de famille, là, toute une histoire, c'est celui-là. Mais du coup, je me pose, je reste dans la musique, et je respire, et je regarde. Voilà. Et je peux regarder longtemps, puis après, je regarde comment la lumière se distribue, quelle direction elle a. Et j'ai ces fameuses gommes mi, ou alors je gomme carrément avec la main ou avec un chiffon. Et puis je ramène de la lumière, je retravaille le sujet. Et je décide à un moment donné si ça reste du noir et blanc ou si je passe à la couleur. Ce que j'allais dire, c'est que là, tu es en phase noir et blanc et c'est un peu la charnière. À ce moment-là, tu te dis, ok, est-ce que je reste comme ça ou... Oui, c'est horrible ce moment-là. Ouais. C'est horrible. Est-ce que tu as tendance à charger plus ou tu te dis... Comment ça se passe Pourquoi c'est horrible? C'est horrible. C'est horrible de peindre, tu sais. Je sais pas pourquoi je fais ça. C'est pas, il y a plein de gens qui me disent ça doit te faire du bien, ça doit être agréable. Pas du tout. Si vous saviez la lutte dans l'atelier, si vous saviez la lutte à certains moments. C'est horrible parce que j'aime beaucoup le noir et blanc, donc je me dis est-ce que je vais pas gâcher ce travail en passant à la couleur? Alors gâcher, c'est peut-être pas le bon terme, mais est-ce que je vais pas saturer? Est-ce que je vais pas éteindre quelque chose? Je sais pas. Donc je prends vraiment mon temps, mais quand c'est décidé, je le fais très progressivement. C'est horrible parce que c'est le moment où je prends le risque, quoi. Ouais, moi, je prends le risque au début en travaillant vite, mais c'est un risque qui est mesuré, parce que du coup, je connais un peu. Mais passer à la couleur, c'est l'inconnu total. C'est-à-dire que je me dis, Et ça raconte complètement autre chose. C'est comme si le tableau basculait dans un autre univers, en fait, quand je passe à la couleur. Et ce qui te fait peur, c'est le choix, en fait. Ouais. C'est le choix de dire...
Est-ce que j'aurais pas mieux fait de rien faire ou plus souvent, je me suis dit, j'aurais dû m'abstenir. Là, ça s'est plié, c'est trop tard. Bon, après, tu peux recommencer tous les jours, c'est l'avantage. Ouais, je peux recommencer tous les jours. Mais ça, c'est ce qui est horrible, c'est en fait quand je me rends compte que je suis allée trop vite ou que j'ai gâché le truc. Ouais. Ces moments un peu fragiles, quoi, où il faut faire un choix entre une technique et une autre. Alors après, j'ai appris aussi avec le temps à pas trop m'énerver. Des fois, j'ai le sentiment que j'ai gâché un truc. Je le laisse de côté, des fois, pendant 6 mois. Et je regarde bien après si je peux en faire autre chose ou ça, c'est intéressant parce que dans ta temporalité, en général, tu travailles vite au début, ok, mais est-ce que tu arrives à finir vite tes tableaux ou ça traîne Ça peut traîner. Alors, je ne sais pas si c'est traîner, en fait. Ça mûrit, on va dire. Ouais, c'est plus sympa mûrir ça traîne. que traîner. Il y a plein de trucs qui traînent. Ça traîne depuis 6 mois, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Non, ça prend du corps, tu vois. Ouais. Ça mûrit. Ouais, ça mûrit. Voilà. T'es déjà arrivé de pas finir un tableau du tout? Ah bah oui, mais j'en ai plein dans mes placards, qui ne sont pas finis. Plein. Ouais. Mais tu penses qu'on va les reprendre ou c'est... Peut-être, j'en sais rien. Je sais pas, Des fois, il y a même des choses que j'ai oubliées dans mes cartons à dessin. Et je retombe dessus, je me dis, tiens, il y avait un truc là-dedans. Mais c'est bien. Et je raccroche au mur. Des fois, je le termine en une demi-heure. Ah ouais, okay. Parce que j'avais pas trouvé, comme si j'avais pas trouvé le propos ou je n'avais pas abouti et qu'avec le temps, des fois, c'est pas le bon moment. Et j'ai aussi appris à arrêter en me disant, laisse tomber, ça tourne pas. Ça tourne pas, ça le fait pas, ça laisse tomber. Je vais écouter un bon Radiohead. Voilà. Voilà, je vais faire complètement autre chose. Et puis, voilà. C'est pour ça que c'est important, du coup, d'avoir un atelier, de pouvoir fermer la porte et de dire, laisse tomber, fais autre chose. Est-ce que tu es influencé quand même par les retours qu'on te fait sur tes tableaux? Ou est-ce que... Influencé, je suis pas sûre. Je peux être touchée. Tu l'écoutes? Ah oui, j'écoute. T'écoutes, et t'en fais quoi? Qu'est-ce que j'en fais? Non mais voilà. C'est horrible ce que je vais dire. T'en fais quoi? J'écoute, ça n'influe pas le travail qui suit. J'écoute, mais j'en fais rien. Mais ça te touche quand même. Mais ça me touche énormément ce que les gens racontent. Et les gens, des fois, ils racontent des trucs où ils voient des choses dans mes peintures. Je pense à un ami, lui, qui a fait l'acquisition d'un tableau. Des fois, il m'envoie un texto, il me dit « Je viens de voir un visage dans la branche de l'arbre. » Enfin, il voit des... Il voit plein de choses. Il prend des choses. C'est ce que j'ai demandé à son épouse. J'étais sûre qu'il ne consomme pas en cachette. Et elle me dit, je ne crois pas. Non, c'est naturel. Ok. Et ce qui me touche, c'est les témoignages de personnes qui apprécient ou qui voient d'autres choses ou qui interprètent autrement. Et qui, se partagent, ça me touche beaucoup. Mais si quelqu'un n'aime pas ou critique ou dit, là, il n'y a pas assez de contraste ou je ne sais pas quoi, j'ai eu des conversations comme ça avec des gens qui faisaient un peu les profs au milieu d'une exposition. C'est intéressant ce que vous faites. J'adore ce que vous faites. C'est joli. On en parlera, bien sûr, oui, comme vous voulez. Ça me saoule, ça, mais alors... voilà. Oui, En fait, je sépare les choses. Ouais, il faut séparer. Faut séparer. Je peins pas pour faire du joli ou du plaisant. Déjà, quand on prend un parti de noir et blanc, on sait que ça va plaire à un peu de monde. Déjà, tu réduis le potentiel du public, tu dis. Ok. Oui, le noir et blanc, tout le monde n'apprécie pas. Il y a on m'a fait beaucoup de retours sur la tristesse que dégage le noir et blanc. D'après c'est un point de vue. C'est un point de vue. C'est un point de vue. C'est triste. D'où ta veste, voilà. Voilà, ma veste. Ça, c'est un clin d'œil à Maud Riffet, parce qu'on a failli
faire un vernissage avec des vestes pieds de poule toutes les deux. Ah ouais, excellent, d'accord. Depuis, on s'est dit, bon, on va quand même pas trop faire les demoiselles de Rochefort dans le milieu. Donc voilà, mais c'est juste pour Maud, c'est un clin d'œil pour Maud, la veste pieds de poule. Bah, j'aime beaucoup le noir et blanc, voilà. Non mais ça fait le lien de podcast, et c'est bien. Bah oui, je suis désolé Isabelle, mais c'est vrai que j'ai un concert ce soir, donc je dois... Mais j'aurais bien prolongé ce podcast encore 1 heure, tu vois. Ah ouais. Bah écoute, on en fera un deuxième. On peut en refaire un deuxième dans quelques temps, pour voir s'il y a des choses qui ont bougé. Et puis on va prendre quelques images de l'atelier. Ouais, ok, ça marche. Bah, merci beaucoup de m'avoir reçu, en tout cas. Ben, merci à toi. Et au revoir à la caméra. Bye. À tous les... See you. Voilà. Tous les visionnages. À tout bientôt. J'aime bien travailler sur un mur. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à faire d'autres, je sais pas, des peintures murales ou des très grands formats, mais je trouve ça super. Je travaille toujours debout, parce que du coup, comme je te disais que j'allais vite et que j'étais dans la gestuelle, il faut être... Donc tu as des chevalets, mais tu t'en sers pas, quoi. Ben, très peu. Très peu. Tu vois, ils sont bien comme porte-manteaux. Ils sont pas mal, hein. Ils sont nickel. T'as bien fait de les mettre. C'est pas mal, là, tu vois. On va à côté pour voir... on peut aller à côté pour voir ce dont je parlais sur les forêts de l'exil. Je sais pas si j'avais laissé... Voilà, c'est ouvert là. Hop, hop. Je peux peut-être inverser la petite lumière là. Donc tu vois, ça c'est des tableaux. Ça c'est les forêts de l'exil. Ça c'est le grand arbre protecteur où on peut s'abriter. C'est quelque chose qui est venu au fil du travail. C'est cette lumière sur les racines de l'arbre. Qui est arrivé un peu comme ça dans le moment de la fabrication, en allant assez vite, et je l'ai gardé tel quel, en fait. Tu as gardé ton premier jet. Voilà, ouais, les racines. C'est du fusain sur toile. Ah oui, excellent. Cette toile, je l'avais enduite auparavant, et que du coup, on voit les effets de matière, de ces lignes horizontales, là. C'est de l'enduit qui donne une espèce de ligne et de volume sur ce paysage un peu tourmenté. Ouais, ça donne vraiment de l'épaisseur. Hein. Ça donne de l'épaisseur, ouais, c'est du fusain sur toile. Alors celui-là, en 2021, je l'avais intitulé dans l'histoire de l'exil, « Fuir une guerre, en affronter une autre ». Et puis, celui-là aussi, alors tu vois, l'image de la tristesse m'a été très souvent renvoyée sur ce format-là. Bah pourtant, moi je trouve que c'est la lumière moi, qui m'accroche. Et pourtant, c'est la forêt la nuit. Ouais. Et c'est un travail que j'aime beaucoup, ça. Ah ouais, moi aussi. Moi j'aime bien la lumière qui s'en dégage, au contraire. Ouais, ben ouais. Ouais. Je l'avais titré « Passage », celui-là. Passage sous les arbres.